Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Québec Hunter. On est rendu dans la saison 3. J'espère que vous allez bien. Merci de nous suivre depuis si longtemps. Puis si vous nous découvrez avec cet épisode-là, parce que notre invité sort un petit peu de l'ordinaire, bien, je vous comprends. Puis bienvenue parmi nous. Je vais commencer par remercier Atelier QG qui fait notre super merch, nos chandails, nos hoodies, les casquettes. Vous avez besoin de n'importe quoi là, pour votre compagnie ou peu importe, là, vous voulez faire des t-shirts pour votre party de piscine ou votre party de retraite, n'importe quoi. Ils font ça, ils en font des personnalisés. Les gars ont tous des beaux hoodies avec leur nom, là, puis il y en a un qui tripe ses coccinelles, fait qu'il y a des coccinelles dessus. Puis atelierqg.com, si vous ne les trouvez pas, écrivez-moi. Je remercie aussi Brigade Web qui s'occupe de tout ce qui est nos sites web, etc. C'est des machines d'ordinateur. Hein? On s'entend que la gang de la chasse, on est des fois un petit peu arriérés là-dedans, moi le premier. Fait que je m'appuie lourdement sur la gang de atelierqg.com et ça va super bien. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps que ça. Fais monter March. Comment ça va, March? Comment ça va, Simon? Yeah, ça va bien, certain. En forme? Toujours, Simon. Au moment d'enregistrer ça, Ouais. fin printemps, début été pour nous, en ce qui nous concerne. Exactement, mais... La vie est belle, on s'enligne vers l'été, mais on n'arrête pas de travailler sur nos sujets. Puis tu as raison, on a vraiment une invitée d'ailleurs qui sort de l'ordinaire. En soi, moi, j'ai que tout à apprendre de ça parce que je n'ai aucun champ d'expertise là-dedans. Fait qu'à soir, j'aime ça. Je suis un peu dans une optique, je m'assois, je pose des questions, puis je m'éduque. C'est quand même rare, ça, nos podcasts, qu'on se fait éduquer, mais ça va être vraiment cool. Qu'on part à zéro, mettons, surtout dans ton cas, là. Vraiment. C'est de l'inconnu, disons-le comme ça. Ouais. On en a parlé un peu avec elle, là, puis j'ai juste fait une référence à quand j'étais petit, que je mangeais telle sorte de fleurs qui poussaient dans le champ, parce que moi, il fallait que je traverse le champ pour aller à l'école. Puis tout de suite, elle a ouvert son livre, elle a comme fait « C'est ça? » Ben oui, c'était ça. Ben oui, c'était ça. Puis avec ma description de gars qui fait juste marcher dans le bois et qui connaît rien aux plantes, là, elle le savait tout de suite. Elle, pour ceux qui nous écoutent, c'est Laurence Burton. Je vous la fais monter sans plus attendre. Salut Laurence. Hello, hello tout le monde. Bonsoir Laurence. En forme, Laurence? Oui, super bien. Ouais. Moi, je m'apprête à prendre un 4 jours pour aller toute seule dans le bois, justement après. Là. Après ça, c'est mes 4 jours de vacances à moi. Toute seule, juste toi, là? Ouais, juste moi, là, aller me faire un petit trip de justement cueillir, manger, puis juste être toute seule en camping dans le bois. Malade. Ouais. Fait que j'attendais de vous rencontrer, puis après ça, je pars demain. Ah, c'est vrai? Oh mon Dieu, on est privilégiés, c'est le fun, ça? Ouais. Ben là, on va voir aussi avec il y a quand même de la neige, là. Chez nous, il y a de la neige, en tout cas. Ouais. Ouais. Ben écoute, moi, il y a grêlé ce matin, là. Ouais, c'est ça. J'ai fait un petit saut. OK. Ouais. Laurence, t'es, moi, je dirais, une cueilleuse sauvage professionnelle. C'est le bon terme, ça? Parce que là, j'ai cherché dans le dictionnaire, je n'ai pas trouvé ce que tu faisais, là. Ben, il y a plein de façons de me nommer, puis les gens me demandent toujours comment je veux me nommer à chaque fois, puis c'est tout le temps différent. Mais cueilleuse sauvage professionnelle, c'est parfait. Ouais. Ben, déjà, la cueillette, là, ça implique quelque chose d'un peu de sauvage, mais on pourrait faire de la cueillette dans des jardins. Ce que je fais aussi, d'ailleurs, mais cueilleuse sauvage professionnelle, c'est parfait. Ouais. Ben, la partie qui va nous intéresser, c'est beaucoup plus le sauvage, parce que moi aussi, j'ai un jardin. Oui, c'est ça. C'est quand même, je pense que la majorité des gens qui peuvent se le permettre ont un jardin, là. Mais toi, tu es capable de partir dans le bois et de te faire un souper au complet. Parce que tu connais ça par cœur, là. Ouais. Ben là, ça, c'est intéressant parce que ça part déjà sur quelque chose qu'on va discuter pendant le podcast, mais je suis capable de partir dans le bois. De là à me faire un souper complet, ça dépend vraiment, on est à quelle saison. Ah, OK. Puis ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai commencé à ajouter aussi la chasse et la pêche dans ma vie parce qu'au Québec, se faire un souper complet juste avec les plantes, ça peut être quand même difficile, honnêtement, là, avec le type de forêt qu'on a. Puis il fut une époque où je pense qu'on était comme des tribus, des communautés, fait qu'il y avait de la cueillette qui se faisait toute l'année, des récoltes, puis des de préparation, tout ça. Mais si je veux partir et me faire un gros souper, là, juste de plantes, en plein été, c'est difficile. Mais je peux me faire une salade qui va accompagner, par exemple, de la viande. Puis quand je pars toute seule, je mange quand même presque juste des plantes. Mais vous auriez sûrement faim. Mettons, en plein été, là, on va parler de saisonnalité bientôt, là, mais en plein été, c'est presque juste des fleurs et des verdures qu'on cueille.
Fait qu'il n'y a pas encore de noix, puis il n'y a pas de légumes racines. Fait que ce serait comme une grosse salade en plein été. J'essaie de répondre à ma question. Parce que c'est là, je venais d'accrocher là. Je me disais, pourtant, l'été, on est en pleine verdure. Je me dis, ça ouais, quand même. Tu peux faire une immense salade, mais tu sais, si tu penses que tu ferais, mettons, une grosse salade à la maison, juste de la salade, tu aurais sûrement faim un peu après, tu sais. Écoute, au poids que j'ai, c'est confirmé que j'ai faim après. Ouais, c'est ça. Moi, au poids que j'ai, à la grandeur que je suis, puis avec les affaires que j'ai fait en forêt, je suis quand même habituée, fait que je pourrais survivre avec ma petite salade pendant quelques jours. Ouais. Mais tu sais, là, mettons que je pars là 4 jours. Au printemps, déjà, c'est plus intéressant parce qu'il y a encore des légumes racines. Fait que c'est quand même vraiment plus. Ouais. Ouais, il y a des légumes racines sauvages, style des carottes sauvages dans ce genre-là. OK. Je pourrais me faire quelque chose de plus consistant. Mais mettons en plein été, le juin, juillet, je te dirais avant que les petits fruits sortent, il y a comme une petite période qui s'en vient où c'est presque juste des fleurs et de la verdure. Fait que tu fais une grosse salade. Là, tu as envie d'avoir des amis pêcheurs ou chasseurs qui vont. Ah oui, clairement, là, une petite truite sur le side, là, c'est parfait. Ouais, mais essentiellement, quand même, je suis capable de partir dans le bois puis de trouver assez de nourriture pour me nourrir, ça oui. Ouais. Okay. Je vais établir ta crédibilité encore plus. J'ai avec moi, parce que là, sûrement que ça vous impressionne tout ça, là, mais Laurence a aussi écrit un livre. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous le voyez ici. Ça s'appelle Un goût de forêt. Puis c'est pas toutes les plantes comestibles du Québec. Mais toi aussi, tu l'as ton livre. Ça. Je me suis dit qu'on allait en parler. Oui. Mais c'est une bonne partie des plantes comestibles du Québec. Ouais. Puis tu vas toucher autant des plantes qui sont communes que des plantes qui sont en danger. Là, je pense que celle qui est la plus connue du groupe des chasseurs, ça va être l'aigle des bois. Tout le monde sait qu'il y a des limites, il faut faire attention, etc. C'est un beau livre. Je ne l'ai pas tout lu, mais je l'en ai lu un petit bout. Ouais, c'est bon. Ben, ça va te prendre un petit moment, là, des moments de pause en forêt pour passer au travers. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je pense que ce serait comme la place de le lire dans le bout parce que tu les vois, les choses. Là. Ouais. Puis c'est ça. Ben, en fait, non, il n'y a pas toutes les plantes là-dedans. Moi, j'ai fait un choix assez difficile, je te dirais, de sélectionner mes 70 arbres et plantes préférés. Ou avec lesquels j'avais le plus d'expérience quand j'ai écrit le livre, dans le fond. Mais j'ai une liste que j'en ai répertoriée facilement au-delà de 200. Je pense que je suis rendue à comme 200, 250. Qui sont potentiellement comestibles. Mais là, ça va de très bon à ça se mange, mais. Ça se mange, mais j'en veux pas. Mais j'en veux pas. Ça se mange bien mal pris. Il y a un spectrum, là. Puis le premier livre, j'ai choisi, mais moi je tripe quand même à connaître ceux qui se mangent et que personne ne veut manger parce que je trouve ça juste intéressant de connaître toute la nourriture possible en forêt puis que dans n'importe quel contexte, ben, il reste que ça, ben, je sais que je peux le manger. Mais il y a l'aspect un peu survie qui s'ajoute à ça, là. Ouais. Mais c'est ça, mais ce premier livre-là, c'est mes préférés. Ceux que tu aimes manger. OK, je comprends. Ouais. Puis là, tu as parlé de l'aspect survie. Tu donnes aussi, ou tu fais des genres de retraite en forêt avec des gens, puis qu'est-ce que le monde peut apprendre là-dedans? Ben, en fait, c'est assez large ce que j'offre comme activité, là. Je te dirais, ça va de journée, après-midi, de vraiment cueillette, là. En fait, non, je vais partir du plus simple, là. Ça va de journée carrément juste d'identification dans des endroits où on n'a pas le droit de cueillir, mettons à Montréal. Mettons sur le cas de Montréal, fait quand je suis à Montréal, on n'a pas le droit d'aller cueillir. Fait que je fais juste me promener avec des gens, puis là, on identifie tout ce qui pourrait se manger ou être utilisé pour, je sais pas, des fins plus médicinales ou autres. Ouais. Après ça, ce qui devient un peu plus fun souvent, c'est qu'on se met à cueillir puis à cuisiner dans des journées. Puis là, je commence à mettre plus de temps à consacrer de l'énergie à organiser des retraites qui sont vraiment comme 2-3 jours en forêt. Ouais. J'en ai 2 types. J'ai des retraites plus relaxes, qu'on va dire, c'est méditation, connexion à la nature, cueillette, cuisine. Okay. J'ai fait des événements un peu plus intenses où les gens viennent avec moi en forêt puis ils peuvent rien manger à part ce qu'ils cueillent, dans le fond, pendant la fin de semaine. Y a-t-il des rivières à truites? Ben, c'est ça. J'ai fait des expériences dans des milieux de la forêt où on n'avait pas accès à l'eau. Ça a été difficile pour les gens. Puis, là, je veux évoluer vers justement faire des expériences où on pourrait inclure pêche,
peut-être même un jour trappe, chasse. En fait, ma grande vision, c'est d'amener des gens éventuellement une semaine en forêt. Peut-être avec des collaborateurs ou pendant toute la semaine, on vit vraiment dans la forêt à ne faire que se nourrir de ce qu'on est capable de trouver, que ce soit chasse, pêche ou cueillette. Pour l'instant, j'y vais mollo. C'est ça. C'est plus des retraites méditation. Puis j'ai fait quelques trucs intenses sur vie. Mais c'est vraiment intéressant ces expériences-là parce que les gens ils ressortent puis ils réalisent à quel point c'est difficile de trouver de la nourriture en forêt quand, par exemple, tu chasses ou tu pêches pas. Ben même quand tu chasses ou tu pêches, c'est pas si facile non plus. La pêche, c'est pas dit que tu vas nécessairement trouver un poisson, là, que tu vas l'avoir tout de suite. Non. Mais c'est ça, les gens ils ressortent de ça puis ils réalisent que, OK, ouais, il n'y a pas grand-chose, mettons, justement en plein été, j'ai faim. Il n'y a pas tant de choses que ça à manger. Puis là, tu vois tout le travail que peut-être nos ancêtres ont dû faire pour arriver à se nourrir bien, abondamment toute l'année. C'est un peu ça le spectrum d'activités que j'offre ces temps-ci. C'est large. Ouais, puis je t'ai dit, c'est ma vision à long terme, peut-être dans 5 ou 10 ans, ce serait vraiment de créer des expériences immersives d'une semaine. Où on part et on n'a pas de nourriture. Puis faut tu fais ça avant ça. Avant ça, Laurence. 5 à 10 ans, c'est trop loin. Faut que tu fasses ça dans la prochaine année ou 2. Ouais, ben peut-être que ça va venir plus vite que je pense, mais là, je me cherche des collaborateurs pour ça, justement, des gens plus chasse et pêche qui vont amener cet aspect-là pour que moi, je me concentre sur les plantes. On a ça en stock, mon petit Simon. Ça va nous faire plaisir de faire une couple de coups de téléphone. OK, cool. Ouais. Mais j'en ai parlé à plusieurs personnes, puis les gens ont vraiment envie de venir à des expériences comme ça. Là. Ben, c'est super intéressant. Là. Moi, je serais. Moi, je serais curieux. Je perdrais peut-être une coupe de livres, là, mais ça fera pas de temps non plus. Ouais, sûrement que tu perdrais une coupe de livres, ouais. C'est vrai qu'il y a de quoi d'enrichissant à savoir là-dedans. Tu sais, Simon, je me lance, même moi ou toi, dans cette optique-là, qu'on se perd en forêt, avec les compétences qu'on a végétales, disons-le comme ça, on t'offre pas longtemps, là. On s'entend, là. Il est mieux de pas faire super froid en plus, parce qu'on sait pas quoi se mettre sous la dent. T'es en mode, c'est des belles connaissances à avoir, là, tu sais. Ouais, puis même, j'ajouterais, là, même quand tu fais de la chasse et de la pêche, si tu es habitué avec des techniques modernes, puis que là, tu te retrouves sans ta canne à pêche ou sans ton attirail de chasse. Là. Moi, j'ai suivi des cours, j'ai des profs qui sont spécialisés dans la trappe, on va dire, ancestrale ou primitive, là, mais c'est-à-dire qu'on partait en forêt puis on faisait juste trouver plein de bouts de bois puis faire des trappes assez efficaces avec ça. Là. C'est pas légal. C'est pas légal au Québec en passant là, de trapper avec ça. Ouais, ça prend les pièges en métal, là, les collets, ouais. Les bouts de bois en tant que tel, tout ça, c'est pas légal, mais lui, il enseignait dans une optique de survie. On ne l'utilise pas officiellement, mais on fait juste le savoir au cas où. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Ben oui, parce que, tu sais, mettons, moi, à part me faire des tisanes de sapin, là, puis ça serait sûrement pas le bon bout du sapin que je prendrais, là, puis là, Ouais, ben là, une fois que tu commences à t'intéresser à ça, tu vois qu'il y a quand même... Il y a beaucoup de nourriture, ça pourrait te permettre définitivement de passer, je sais pas, moi, une semaine, là, mais après, pour une vie dans le bois, là, c'est là que ça devient plus important de faire chasse, pêche. Puis, ouais. Toi, c'est pas pire. Toi, avec ton sapin, tu te ferais une tisane. Moi, je le chercherais-tu, le plan de tabac, pour me fumer une cigarette dans le bois? Ça te prendrait des clottes. Il y a des plantes qui se fumaient traditionnellement, justement, un peu comme des cigarettes. Ouais, mais non, j'irai pas là. Je m'en priverais. Je m'en priverais. Ta priorité numéro 1, c'est le tabac, là. Il faut faire ça. Ouais. Mais c'est quand même important d'avoir un champ de compétences de même. Pour justement, on le souhaite jamais se perdre en forêt ou peu importe, mais j'avoue que c'est là que ça peut faire une méchante différence, là, tu sais. Ouais, puis ça, c'est l'aspect survie. Après, il y a juste l'aspect de plaisir, oui. De vivre dans le bois, là. Puis je pense que c'est juste la génération, peut-être nos parents, j'ai envie de dire grands-parents, ils vivaient beaucoup plus dans le bois déjà que nous, là. Mais ça vient de se perdre, là. C'est comme dans les 2 dernières générations. Ouais. Question pour toi, Laurent, justement. Tiens, on va remonter dans le temps. Comment est-ce qu'on fait germer, hein, on va te faire un jeu de mots, une passion comme ça? Tu sais, je me dis, moi, c'est de père en fils, la chasse, Simon, c'est des amis qui l'ont été. Toi, comment est-ce que tu as été introduit à cette passion-là? Je veux dire, il y a eu un élément déclencheur, c'est sûr. Ouais, c'est drôle, il y a eu un élément déclencheur. Il y avait clairement quelque chose en moi à la base.
Puis en fait, moi, dans ma vie antérieure, j'étais avocate en droit autochtone. OK. J'étais avocate, puis j'ai grandi à Montréal. Je pense que j'en glissé un mot dans un autre podcast avec vous, mais je le répète parce que c'est un nouvel épisode. Oui, c'est bien correct. Nouvel épisode, puis j'ai grandi dans des parents super urbains. On n'a jamais fait de camping. Mes parents n'étaient pas nature. Ma mère, elle criait quand il y avait une mouche. C'était pas du tout forêt. Puis j'ai été avocate jusque dans ma mi-vingtaine. Puis en fait, je me sentais quand même malheureuse dans ce mode de vie-là. Là. Je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose qui clochait. Puis j'avais juste pas d'amis qui faisaient chasse, pêche, plein air. Même pas camping, vraiment. Ouais. Puis j'ai commencé juste à avoir des visions de moi qui étaient en forêt. Fait que c'est difficile à expliquer, c'est des visions. Fait que ça part de l'intérieur. Je peux pas expliquer d'où ça vient exactement. Puis là, un jour, j'ai le petit frère d'une de mes bonnes amies qui allait dans des cours de survie en forêt. Et qu'il y a des écoles de survie en forêt au Québec. Ouais. Il a entendu ma conversation, puis il m'a dit « Ah, viens avec moi, tu vas voir, tu vas triper. » Puis finalement, j'ai été dans ce cours de survie-là en forêt. C'était l'hiver. La première fin de semaine, c'était à comme moins 30. Puis il fallait qu'on dorme dehors sans sleeping bag, sans tente, sans aucun équipement. Quand même, hein? Ouais. Puis dans cette fin de semaine-là, ils nous ont appris aussi qu'est-ce qu'on pourrait manger bien mal pris là, dans la forêt. Donc les écorces internes, les conifères qui se mangent. Essentiellement la bouffe qui reste l'hiver dans le milieu végétal. Puis là, ça a comme ouvert une espèce de boîte dans ma tête. OK. Je sais pas ce qui s'est passé à partir de cette journée-là. Je suis devenue complètement obsédée par le sujet. Puis je voulais juste faire ça du restant de ma vie. Je comprenais pas pourquoi j'avais fait quoi que ce soit d'autre avant. Bon. Ouais. Donc ça, c'est l'élément déclencheur. Après, j'ai envie de dire que ça vient de moi. Là. Comme je dis tout le temps, il y a des gens qui font des collections de timbres. Je suis sûre qu'on leur demande pourquoi ils trippent sur les timbres. Puis parce qu'ils aiment bien le timbre. Ils pourront pas dire pourquoi. On sait pas pourquoi. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça vient pas de ma famille, ça vient pas de l'entourage. Tout ce que je sais, c'est que ma grand-mère, que j'ai jamais connue parce qu'elle est décédée quand ma mère était jeune, cueillait beaucoup de plantes. Avait ces savoirs-là. Donc, est-ce que c'est génétique? Ça a sauté une génération. Ça a sauté une génération, peut-être. Ouais. Tout est possible. Là. Moi, mon grand-papa, il allait à la chasse c'était pour manger, là, puis il ramenait des perdrix une fois de temps en temps, puis tout le monde était content. Puis toi, tu disais aussi, je t'ai déjà entendu parler que tu n'as pas grandi non plus dans une famille de chasse. Ben, pas tes parents, dans le fond. Non, mon père allait à la pêche 1 ou 2 fois par année, là, en chum, là. Ouais. Mais, nous, on pêchait pas, là. On chassait pas. On pêchait une fois de temps en temps au chalet familial, mais c'était du bout du quai pour le fun, puis... Mais c'est ça, c'est dur à expliquer. Ça accroche, puis... Ouais, c'est arrivé plus tard dans ta vie? C'est arrivé quand, mettons? Très tard. Ben là, écoute, j'approche du 40. Au moment où ça s'est sorti, au moment où le podcast, vous l'écoutez en ce moment, là, j'ai 40. Mais ça remonte à, mon Dieu, en temps que j'habitais au Havre-Saint-Pierre, ça veut dire que c'est en 2010. OK. Fait que... Ouais, 13 ans. 15 ans. Ouais, comme ça. OK. Puis par un ami. Écoute, je me suis fait inviter là, par l'oncle à ma blonde qui partait chasser. Puis on avait un dîner ou un brunch, je me souviens plus. Puis moi, la chasse, là, je connais zéro. Il n'y a rien de ça. Là. Puis il dit, tu veux-tu venir avec moi? Puis là, vous ne me voyez pas, mais je suis très, très, très grand. Puis j'ai dit, ben, j'ai pas de linge de chasse, puis tu peux pas m'en prêter. Il dit, c'est pas grave. Il dit, prends ce que t'as. Il dit, je vais te passer un chandail que tu mettras par-dessus. Fait que... Puis on est allé s'asseoir dans la cache, puis j'ai passé l'après-midi, puis il y a eu 0 chevreuil. C'était de la chasse au chevreuil, 0, 0, 0. Il est arrivé un Suisse, là, ça de long, qui est venu sur le bord de la rampe, là. Là, il est resté là. Puis là, j'ai regardé Normand, j'ai dit, tout le temps comme ça? Il dit, ben oui. Il dit, si tu bouges pas, il dit, tu peux tout voir. C'était réglé. Ah ouais. Fait que, après ça, j'ai essayé une chasse à perdrix. Puis là, j'ai commencé tout croche. On est parti 3 gars pour organiser, faire une chasse au caribou. Là. Je pense que j'ai déjà compté sur le podcast, là, mais tout a brisé, les skidoo, les trailers, le name it, on s'est perdu, on a manqué de gaz, il a fallu... Laurence, il a connu ça, lui, avec. Ouais. Écoute, je suis parti de pas dans le bois pantoute à... Ça fait au-dessus de 15 heures qu'on est à moins 30 dehors, puis on n'est pas revenu encore, là, tu sais.
Puis j'ai tout aimé ça. Fait que, J'ai tout aimé ça. Non, mais je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Ouais, mais c'est ça, on peut pas vraiment expliquer pourquoi ça vient nous chercher profond quelque part à l'intérieur. C'est une partie un peu plus intuitive de nous, j'ai l'impression. Exact. Ouais. Hey, moi, j'ai envie, avant qu'on aille trop loin, qu'on ouvre une petite bière à nos passions. Ah oui. Okay. Santé, les amis. Santé. Puis là, moi, je fais du café, comme d'habitude, je suis le plat de la gamme. Qu'est-ce que tu vois, Laurence? Du Shawbridge. Tout le temps. Santé. Cheers! Ah, que c'est bon. Hey, moi aussi, c'est une Shawbridge, puis c'est un hasard, parce qu'on se l'est comme dit avant l'enregistrement, qu'est-ce qu'on buvait, puis je vais vous la montrer, gang, là. Shawbridge. Il y a une belle abeille dessus. C'est une blonde au miel. Wow. C'est vraiment bon, là. Je sais que tu ne bois pas d'alcool, Laurence, là, mais si jamais... Non, mais j'en ai déjà bu, fait que... Si tu recommences, là, je ne serais pas gêné de te donner celle-là. Mais c'est rendu que je supporte même plus, là, je vais avec la 3%, puis c'est suffisant. C'est le max que je suis capable de prendre ces temps-ci. C'est bien correct. Ouais. Il faut que ça reste le fun. Ouais, c'est ça. Là, on a parlé beaucoup de tout ce que tu fais et de tes connaissances. J'ai envie que tu nous en vomisses des connaissances. Je veux... On en a parlé. En plus, vomir des connaissances. C'est pas beau, hein? Les super de termes à part. Mais on n'est pas en train d'écrire un livre, fait qu'on est correct. J'aimerais ça qu'on décortique comme saison par saison, généralement, là. Tu sais, qu'est-ce qui se mange, puis qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on ne trouvera pas. Je trouvais ça le fun, on en a parlé un petit peu avant, puis Marcello, je vais te laisser décider la saison par laquelle on commence. Celle qui t'intéresse le plus, mettons. Hey, allons-y dans ma saison préférée. On start ça en automne. Automne. Bon choix, Marcello. Oui, en plus. Excellent choix. S'il y avait une saison que je devais choisir pour bien manger et survivre, là, mais juste bien manger, ce serait l'automne. OK. Ouais, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Je t'ai vu commencer, non? Marcello, non. Non, ben en fait, c'est ce que j'ai eu un coup de talent encore. J'étais encore surpris de ça parce que moi, tu vois, dans mon pas de connaissance, j'aurais été porté à dire que c'était l'été. Tu m'aurais dit. Ben oui. Moi, j'aurais été porté à me dire ça, tu vois. Non, comme je te dis, je l'ai dit d'entrée de jeu, à soir, ce que j'aime, c'est que je m'assois puis j'apprends. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Non, tu as quand même choisi la meilleure période, en fait, parce que l'automne, je vais expliquer pourquoi aussi, mais l'automne, il y a vraiment beaucoup d'abondance, puis c'est bien fait parce que l'hiver s'en vient. Puis l'hiver nous demande beaucoup d'énergie, de réserve de gras, tout ça. Puis la nature fait en sorte qu'à l'automne, au Québec, c'est là où on a les produits sauvages les plus nutritifs, puis les plus bourrants, puis les plus gras, mettons. Fait qu'à l'automne, ça va être généralement le moment de... j'ai envie de dire fin été, automne, là. Trop tard dans l'automne, c'est fini, mais on va dire fin été, début automne. C'est là qu'on a toutes nos noix sauvages. Au Québec, on a des noisettes sauvages, on a des noix de noyer sauvages qui vont ressembler à des noix de Grenoble, en fait. Parce que les noix de Grenoble, ça vient de noyer. C'est des arbres là, qui sont des noyers. Un noyer. Nous, on en a des noyers sauvages au Québec. Donc, essentiellement, on a des noix qui vont ressembler à s'y méprendre à des noix de Grenoble. Fait qu'on a des noix de Grenoble, on a des noisettes, puis toutes sortes d'autres noix. Puis c'est aussi la période où on va avoir beaucoup, beaucoup de baies, donc des fruits. Ben les oui. fruits, ça peut commencer l'été, mais ça devient vraiment abondant fin de l'été, début d'automne. Fait tout ce qui est bleu. Évidemment, il y a bleuet, framboise, tout ça, que c'est les classiques. Mais il y a des baies qui vont perdurer jusqu'à l'hiver. Donc, il y a des baies de viande trilobée, notamment, qu'on va trouver en automne. Fin été, on va avoir encore des amélanchiers. Fait qu'il y a des baies, il y a des noix. Et il y a des légumes racines. Donc, ça, je suis curieux parce que tu as mentionné carottes sauvages tantôt et des choses comme ça. J'ai comme tellement allumé, là, j'avais aucune idée que tu pouvais manger. Je savais que tu pouvais manger les racines de pissenlit. Mais je vais être honnête, ça ne m'attirait pas tant. Ouais, c'est correct, c'est pas tant attirant. Ouais. Mais là, tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme racines qui se mangent? C'est ça. Classique, c'est le pissenlit, en effet, là. Mais il y a des racines. On a de la carotte sauvage au Québec. Donc, on a des carottes qui, au lieu d'être oranges, elles vont être blanches. Mais c'est des carottes. Comme du panais? On a aussi du panais sauvage.
OK. On Nice. a carotte, panais sauvage. On a aussi ce qui s'appelle la bardane, qui est vraiment, vraiment partout. Que les gens n'aiment pas généralement parce que c'est la plante qui fait des espèces de petites boules piquantes qui se pognent dans les vêtements. Ah, les pépiques, là. Ouais, des pic-pics, c'est ça. Puis les gens appellent souvent ça des pic-pics dans Ben le oui, c'est des pépiques. des gracia, des tocs, en tout cas. Ça, c'est de la bardane. Puis c'est une racine qui se mange puis qui est vraiment qui est un bon légume racine, en fait, que tu peux déterrer, manger cru, OK. ou le faire cuire. Cru, des fois, il y en a qui trouvent ça légèrement fibreux, fait que c'est comme meilleur des fois sauter comme des frites, en fait, là, dans un wok avec beaucoup d'huile. Au Japon, ils font de la culture de bardane, puis ils trippent là-dessus, puis ils font des frites de bardane. Moi, j'étais dans un restaurant japonais à Montréal, un restaurant de ramen, puis ils servaient des frites de bardane en entrée. Fait qu'on a ça au Québec, puis on en a vraiment beaucoup, puis c'est considéré comme une vraie recette, puis tout le monde l'arrache. Puis personne ne mange la racine. Personne la mange, puis quand elle devient grande, au moment de la cueillir, des fois, là, j'arrive même pas à la déterrer, ça peut faire plus qu'un mètre dans la terre. Et des fois, je prends une pelle, puis quelqu'un même de super fort, là, peu importe, il va sortir sa pelle, puis il va essayer d'aller la chercher au complet, c'est difficile. Donc, souvent, on prend juste des bouts. On a même des patates sauvages au Québec. On a ce qu'on appelle des patates en chapelet, qu'on leur a donné comme nom, mais c'est de la pieuse d'Amérique. Essentiellement, c'est comme un long fil sur lequel il est attaché des petites boules, là, comme un chapelet, comme un collier. Ouais. Puis ça, on cuit ça dans un gras. C'est des patates, en fait. Est-ce qu'il est dans ton livre, celui-là? Ouais, c'est à pièce d'Amérique. Nice. Je vais aller checker ça sur toi. À pièce d'Amérique, puis ça se cuit, ça goûte vraiment les patates. Fait que tout ça, ça se passe à l'automne. Puis en plus, à l'automne, il y a les conifères aussi. Fait que ça, c'est pour l'automne. C'est super abondant, puis c'est là qu'il y a toutes les noix. Puis les noix, quand on essaie d'en cueillir dans la nature, on compétitionne avec les écureuils, les animaux, parce que eux, c'est leur réserve de gras puis de protéines pour l'hiver. Fait que c'est ça. Puis, fait que ça, c'est pour l'automne. Puis après ça, dans le fond, ce que je vais trouver intéressant de dire à tout le monde qui nous écoute, c'est qu'il y a un cycle qui est intéressant à comprendre, puis une fois que tu l'as compris, c'est plus facile de savoir quoi cueillir quand. Essentiellement, c'est le cycle des plantes en général. Fait que ce que j'explique dans mes cours, c'est que il y a des... Vous avez peut-être entendu parler de plantes vivaces, de plantes annuelles, de plantes annuelles, c'est ça. Dans la nature, nos plantes sauvages, il y en a qui sont vivaces, il y en a qui sont annuelles, il y en a qui sont bisannuelles. Vivaces, ça veut dire qu'ils vont revenir à chaque année jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit cueillie, mangée par un animal, écrasée par je sais pas qui. Un 4 roues. Ouais, ils ont trouvé des plants d'aide un 4 roues, exactement, ouais. Ils ont trouvé des plants d'aide des bois qui avaient 50 ans et plus. Ah ouais, hein? Donc, dans le fond, c'est des plantes qui reviennent à chaque année. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles vont hiberner sous la terre. Ce qu'elles font, en fait, c'est qu'elles passent l'hiver sous la terre. Là, au printemps, elles se mettent à sortir. Donc là, ce qui arrive à l'automne, puis pourquoi les racines sont intéressantes à l'automne, c'est que là, la plante, elle a fait ses affaires l'été dehors. Là, elle a sorti ses fleurs, elle a fait toutes ses affaires qu'elle avait à faire pour se reproduire. Ceux qui écoutent le podcast en audio, si vous verrez le gestuel que Laurence vient de nous faire à propos de sa plante, je vous garantis que vous voulez aller écouter le podcast en visuel, c'était écœurant. Sinon, c'était écœurant. La plante, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Il y a une petite danse. Ça sera peut-être un clip pour les clips que je sors. C'était écœurant. La danse de la plante de Laurence. OK, Laurence, on te relaisse continuer des fois, on est fous de même. On te relaisse t'en concentrer. C'est ça qu'elles font, les plantes. Puis nous, on est des humains, on veut généralement aussi se reproduire. Là, je vais le dire un peu en termes plus scientifiques. Oh oui. En tout cas, on est des humains, on a cet instinct-là. Oui. Les plantes ne font presque que ça, en fait. Donc là, essentiellement, ce qu'elles font, c'est que l'été, je vais refaire ma petite danse, elles veulent se reproduire. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'au début, elles sortent leurs feuilles. Là, leurs feuilles leur permettent d'aller chercher la lumière du soleil, faire de la photosynthèse. Tout ce processus-là, je ne suis pas une scientifique, là, mais ça leur permet d'accumuler de l'énergie. Là, après qu'elles ont sorti leurs feuilles, elles sortent leurs fleurs. Puis la fleur, c'est quoi? C'est un appareil de séduction, en fait. C'est un appareil de séduction avec des belles couleurs pour que des petites abeilles, pollinisateurs ou autres viennent,
se mettre les pattes pleines de pollen. Puis dans le fond, le pollen, c'est quoi? C'est ce qui va permettre à la plante de se reproduire. Fait que c'est la partie mâle de la fleur qui sort du pollen. Donc on peut faire les références qu'on veut avec. Ouais, non. On n'a pas besoin d'aller là. On l'a vu, on l'entend, on a compris. Vous avez tous compris, mais ça fonctionne comme ça chez la plupart des plantes, pas toutes les plantes, là, mais la plupart des plantes, ça fonctionne comme ça. La petite abeille, elle a plein de pollen sur les pattes, elle s'en va voir une autre fleur. Là, la plante espère qu'elle va trouver une partie femelle sur une autre fleur. Puis là, la fleur femelle, si elle s'est fait féconder par le pollen, là, juste si elle est fécondée, elle va faire un fruit. Donc, dans le fond, puis là, je pourrais faire une gestuelle que personne ne va voir, mais si la fleur femelle se fait féconder, elle fait un fruit. Dans ce fruit-là, il y a toutes les petites graines. Fait comme des fraises, des framboises, n'importe quel fruit, des pêches, des cerises, peu importe, c'est quoi? C'est une fleur femelle qui s'est fait féconder puis qui a développé un fruit. Puis là, ben, dans ce fruit-là, par exemple, les fraises, il y a plein de petites graines là, sur le dessus d'une fraise, il y a des petits points, là, puis les framboises, il y a des petites graines. Ben ça, les graines, c'est les futurs bébés plantes. Donc là, ce que ça veut dire, si je reprends mon cycle, c'est qu'à l'automne, dans le fond, la plante, elle a fait tout ça, elle s'est rendue à ses graines, qui sont noix, graines de tournesol, c'est quoi? C'est des bébés plantes, dans le fond. C'est la plante qui fait des graines, puis qui les envoie dans l'univers, puis qui dit « bonne chance! J'espère que vous allez trouver un endroit pour bien grandir. » Puis pourquoi c'est nutritif? C'est que la plante, elle donne tout ce qu'elle a à ses bébés. Puis elle leur donne un bagage de nutriments en leur souhaitant bonne chance, puis en espérant qu'elles vont aller dans un endroit, dans la terre, puis avec ces nutriments-là, elles vont pouvoir grandir, puis être une plante à part entière. Donc, c'est pour ça qu'on mange des noix, des amandes, etc. Tout ça, c'est super nutritif. C'est la plante mère qui a donné beaucoup de nutriments à ses bébés. Bon. On a-tu perdu un joueur? On a perdu Marcello, mais il va sûrement revenir. Je suis pas inquiète. Ça devient trop d'informations. Lui et sa connexion Internet, là, c'est légendaire. C'est ça. Mais là, essentiellement, à l'automne, une fois que la plante elle a fait ses graines, là, elle sait que l'hiver s'en vient, fait qu'elle retourne dans la terre. Okay. En fait, elle se prépare à hiberner comme un ours, mettons. Ouais. Fait que là, elle va ramener tout ce qu'elle possède comme énergie dans sa racine pour passer l'hiver. OK. Ça fait en sorte que nous, c'est le moment de cueillir sa racine parce que tout est là. C'est tous les sucres, tous les nutriments. Fait que la racine, mettons, en plein milieu de l'été, on la cueillerait, elle serait toute petite, puis il n'y aurait plus rien dedans parce que tout est mis dans ses feuilles, ses fleurs, etc. Puis là, arrive l'automne, ben, elle se prépare à passer l'hiver, elle renvoie tout dans ses racines, fait que c'est pour ça qu'on cueille. Toutes les racines. Problème technique, j'ai reçu un appel entre-temps, je me suis auto-flushé du live. Continuez. Est-ce que, ces racines-là qui sont bonnes, là, si je repense aux racines du pépic, là, que je suis un peu curieux d'essayer parce qu'il y en a partout des pépics. Ouais. Donc, c'est à partir de, moi je m'imagine au mois de septembre là, que ça commence à être plus, quand ça refroidit. Oui, c'est ça. Après, ben là, je vais dire de manière générale, ça commence à peu près septembre, ça va octobre, novembre. On pourrait même, mal pris, aller les chercher l'hiver, c'est juste qu'on les voit plus sous la neige, puis elles sont comme gelées, puis la terre est gelée. Ouais. De septembre à novembre, c'est là qu'on les cueille généralement. Puis en fait, le signe qui nous aide à savoir que c'est le temps de les cueillir, c'est quand la plante elle commence à perdre ses feuilles, que ses feuilles fanent. OK. Essentiellement, quand elle fait ça, c'est que là, pour elle, elle sait que l'hiver s'en vient, elle dit « je mets plus d'énergie dans mes feuilles, je les laisse aller, puis je ramène tout dans ma racine ». Fait que selon la plante que tu as devant toi, que tu connais, mettons, tu sais que tu peux cueillir, ben, à partir du moment où tu vois que ses feuilles fanent, c'est qu'elle a commencé à ramener son énergie dans sa racine. Et ça donne pile pendant que toute notre gang qui nous écoute, puis nous autres, on est dans le bois à chasse. Oui, c'est ça. Puis, là, moi, je suis moins dans les champignons, mais en plus, fin d'été, automne, il y a aussi des champignons très intéressants. Donc, c'est vraiment un moment de récolte là, quand même abondante. Contrairement à ce que des gens peuvent penser justement en plein été. Ben oui. Je pensais que c'était plus l'été. Mais fait que, mettons, les champignons au Québec, là, ça serait plus à partir de l'automne. Ben, les champignons au Québec, il y en a... ils commencent à en avoir des vraiment intéressants en août. OK. Comme les morilles et ces choses-là? Ben, les morilles, c'est un cas différent. Les morilles, en fait, c'est au printemps. C'est là.
C'est là pendant qu'on enregistre le podcast. Oui, c'est là. C'est ça. Okay. Rio-Marie, c'est un cas à part. C'est une de printemps. Puis si vous parlez à des mycologues, ils vont vous dire qu'il y a des champignons à cueillir à toutes les saisons. J'ai des amis mycologues qui vont vous dire on peut cueillir n'importe quand. Mais le plus abondant, c'est de août à octobre, j'ai envie de dire. OK. Fait que c'est ça, mais fait que là, ça vous donne une logique aussi, dans le fond, de l'automne, il y a tout ça. Après l'hiver, ben, tout le monde est en mode hibernation. Il reste certaines choses à cueillir que j'enseigne dans mes cours, mais là, on est plus dans la nourriture de survie. Fait qu'il y a des écorces internes qu'on peut cueillir sur certains. Ah oui? Ouais. Je suis curieux comme quoi, maintenant? Certains conifères, comme le sapin, l'épinette, l'écorce interne de bouleau, l'écorce interne d'érable. Dans le fond, c'est on récoltait ça traditionnellement dans le passé quand il n'y avait plus grand-chose d'autre à manger, là, quand on venait un peu à bout des réserves. Puis ces écorces-là pouvaient être bouillies ou réduites en genre de farine grossière, évidemment. Là, on n'avait pas les techniques pour faire des farines fines. Ouais. Mais ça se mange, puis ces écorces-là contiennent souvent de l'amidon, comme une substance qui est un sucre complexe. Qui va vous donner donc un petit peu calorique. Oui, exactement. OK. Ça, l'hiver, il y a certains fruits qui restent sur les arbres l'hiver aussi, puis qui ont déjà été des nourritures de survie dans le passé. Notamment, il y a les rosiers. Avec les roses là, de Saint-Valentin. Ouais. Il y a des rosiers sauvages au Québec qui vont faire des fleurs qu'on connaît bien, mais que les fleurs vont se transformer en fruits, puis le fruit est comestible aussi. Puis le fruit reste sur le rosier comme une bonne partie jusque dans l'hiver, fait qu'on peut encore le cueillir à ce moment-là. Il y a du sorbier qui est encore comestible, la viande, puis même ces arbres fruitiers-là, leurs fruits deviennent meilleurs après les premières gelées au Québec. Donc, c'est le principe du cidre de pomme, c'est pas mauvais non plus. Exactement. Les cidres de glace, là. Mais c'est la même chose avec beaucoup de nos fruits sauvages. Les sucres vont se concentrer à chaque fois qu'il y a des gelées. Ouais. Puis là, ils deviennent encore meilleurs à cueillir. Fait qu'en hiver, on n'en trouve pas beaucoup, mais il y en a qui sont encore possibles de cueillir. Puis là, il y a certains lichens que j'explique dans les cours qui sont vraiment de la nourriture de survie. Il faut les faire bouillir vraiment longtemps. Mais tout ça, on peut quand même manger l'hiver. C'est juste que c'est pas le plus agréable en tant que tel. C'est pas le party. Ouais. Puis là, après, il arrive le printemps. Le printemps, c'est une autre belle période d'abondance. Puis, comme j'expliquais un peu au printemps, la plante, là, elle a encore son énergie dans la racine parce qu'elle n'a pas sorti tout son attirail de fleurs, machin, tout ça. Fait qu'on peut cueillir les légumes racines que je te parlais. Bardane, pissenlit, panier, carottes, patates sauvages, il y en a plein d'autres. Hey, ça, là, j'ai tellement hâte d'en trouver. Là. C'est comme patates, carottes. Les là, patates. Mais autant les patates que les carottes sont dans mon livre. C'est revoir. Ouais. J'en ai une bonne, moi. Dans quel type d'habitat, mettons des curieux comme moi et Simon, qu'on veut trouver carottes puis patates sauvages? Ça serait quoi l'habitat le plus propice? J'imagine, à moins que peut-être que non, mais l'habitat plus propice. C'est un habitat complètement différent. Là. Carottes sauvages, une fois que vous allez le voir, vous allez littéralement en voir partout. Là. C'est dans tout ce qui est champs abandonnés, terrains abandonnés. On ne cueille pas sur les bords de route là, parce que c'est trop pollué, mais sur les bords de route, il va en avoir. Tous les endroits qui sont laissés ouverts en plein soleil, style mauvaises herbes là, qui ne sont pas entretenues, vous allez avoir des très bonnes chances d'avoir de la carotte sauvage. La carotte sauvage, j'en vois partout au Québec. La pièce d'Amérique, la patate sauvage est un peu plus... pas rare, mais moi, j'en ai trouvé moins fréquemment. Ça a besoin d'être près de l'eau, généralement. Puis moi, j'en ai trouvé les plus grosses talles que j'ai trouvées, c'est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. OK. Dans le haut des rivages. Dans la région autour de, j'ai envie de dire, Québec. Mais il y en a un peu partout, là, puis vous pouvez en trouver, mais c'est dans des endroits plus humides. Puis moi, plus, mais une fois qu'on en a, des plants, c'est presque intuable. Fait que, je t'ai dit, c'est un long fil avec comme des patates. Ouais. Moi, j'ai déjà prélevé des parties de fil parce que ça peut faire plus qu'un mètre. Là. Puis j'ai mis, dans le temps, j'avais une grosse vanne. Je les avais mis dans un pot de terre dans ma vanne pour les préserver en attendant.
OK. Je ne sais pas que j'ai oublié, mais tu sais, j'ai semi comme, tu sais, je les ai laissés faire un peu. On n'est pas occupé tout de suite, là. On ne s'est pas occupé tout de suite. Arrive. Puis ça n'a pas été long, je pense, comme 2 ou 3 semaines après qu'elle a reparti de nouvelles plantes. Qu'elle s'est mise à pousser puis à faire une vigne, parce qu'en fait, les patates sauvages à pièce d'Amérique, ça fait comme une genre de... On aurait l'impression que c'est une vigne, là. C'est comme une plante qui s'enroule sur d'autres plantes. Fait que ça s'est mis à monter dans la vanne, à s'accrocher à des affaires puis à regrandir. Fait que c'est presque intuable. OK. Les gens qui trouvent ça sur leur terrain, des fois, ils essaient de s'en débarrasser parce qu'ils ne savent pas que ça se mange. OK. Moi, je suis en train de me faire un repas, là. Mettons que là, j'ai des patates, carottes. Les patates, ça bourre. C'est ça qui est intéressant Oui, comparativement oui. à des Ça accompagne tellement bien un steak de gibier sauvage. Oui. Je veux dire. Fait que là, il manquerait peut-être de l'ail pour assaisonner mes légumes. Oui. L'ail des bois, c'est-tu quelque chose qui se replante? OK, ça, c'est un sujet vraiment délicat. Oh, excusez. Non, t'as pas à t'excuser. C'est vraiment important d'en parler. C'est juste que il va y avoir beaucoup de changements qui vont être amenés dans les prochaines années par rapport à l'ail des bois, mais à ce jour, on n'a même pas le droit normalement d'en faire une culture. Je vais vous expliquer les règles. Il y a certaines, j'ai envie de dire, contradictions dans les règles, mais le gouvernement travaille là-dessus, puis ça va être amené à changer. Mais à ce jour, l'ail des bois, on a le droit d'en cueillir 50 bulbes par personne par année. Ouais. Maximum. Et on n'a pas le droit normalement d'en faire une culture. Fait que là, il y a une espèce de, j'ai envie de dire, zone grise, si tu les replantes chez toi, est-ce que tu es en train de faire de la culture ou pas? Puis je peux comme pas répondre parce que c'est pas ce que le gouvernement fait juste répéter, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de la culture. OK, mais si je le replantais dans le bois, mettons que j'ai une terre, puis que ça repart tout seul, je fais-tu de la culture? Mais là, si je les cueille, ça devient comme une culture parce que je m'en sers. Je peux pas m'avancer. OK, c'est pas clair. Il y a comme des zones grises, mais ça va être amené à changer. Je sais juste qu'il y a des discussions en ce moment avec les ministères, tout ça, puis que l'ail des bois, il y a des changements qui s'en viennent. Mais pour l'instant, moi, ce que vous faites une fois chez vous, là, c'est ça. La culture est pas permise. Mais c'est 52 par année par personne. Il n'y a pas de limite sur les feuilles. Oui, parce que si tu coupes la feuille, il va repousser quand même. Oui, mais par contre, il y a de 2 à 3 feuilles, puis si tu coupes ces feuilles, ça va l'affaiblir quand même beaucoup. Okay. Mais au moins, ça ne tue pas le plant au complet parce que tu n'enlèves pas le bulbe. Puis les feuilles goûtent l'ail. Fait qu'il y a des gens qui font le choix de prendre juste des feuilles. Puis ceux qui prennent des bulbes, la loi, c'est 50, mais il y a des experts en conservation qui ont fait beaucoup d'études et qui disent que, mettons, tu trouves une talle d'ail des bois, tu peux en prendre 50, mais s'il y a 1000 plants minimum devant toi. Oui, parce que s'il y en a 51 puis tu en ramasses 50. Oui, puis même s'il y en a 200, eux font des prévisions, je ne sais pas comment exactement ils analysent ça, mais que la talle va mourir rapidement si il n'y en a pas au moins 1000. Fait qu'on s'entend, c'est quand même limitatif en quelque sorte. Là, pour... 1000, c'est rare, là. Ouais. Dans la chance, ouais. Oui, mais dans l'Estrie, j'en ai vu souvent. Là, dans la région, plus dans le sud du Québec, là, j'ai vu des talles immenses d'ail des bois. D'ailleurs, Simon, ça te rappelle-tu un voyage de chasse qu'on a fait ensemble, d'avoir goûté à de l'ail des bois? Mais c'était la première fois que j'en ai mangé, March. Avec Joe ProGuide, Chasse à l'ours 2020, je pense. Ben oui. Puis il y en avait beaucoup là-bas. Je me souviens, moi, en fait, d'ailleurs, moi puis toi, moi aussi, c'était Joe qui nous avait inculqué à ça. Puis là, qu'on avait compris c'était quoi ces petites talles-là. Parce que des fois, je suis sûr que Laurence, elle va nous confirmer, mais des fois, ça peut être 1 à 2 mètres carrés, pas plus grand que ça. C'est ça qui est ça. Puis la prochaine, elle peut être loin, le plus loin. Il n'y a rien de... Ah non, et puis j'avais aimé ça parce que j'en ai retrouvé en Estrie, d'ailleurs. Puis il y en avait... Moi, de mon souvenir, il y en avait 50, 60, pas plus. Puis je n'ai pris 4-5. Puis je les ai juste fait sauter là, à la maison. Puis j'avais... C'est bon, là. Ouais, c'est délicieux. Mais... c'est vraiment bon, là, ça. Puis tu as le droit jusqu'à 50. Puis quand ce que je dis du 1000 plants, c'est vraiment ce que les experts en conservation viennent nous dire. Mais le gouvernement n'a pas mis cette règle en tant que telle. Fait qu'après, c'est vraiment une question personnelle de si on veut que l'ail des bois reste présent, parce que là, il est quand même considéré comme vulnérable en ce moment. Là. Ouais. Fait qu'en fait, son statut actuel, c'est que on pense pas qu'il va disparaître, mais sa survie reste précaire. Ça, c'est ce que le gouvernement a mis comme terme là, pour l'ail des bois.
C'est juste de garder ça. Mais oui, d'en prendre quelques plants. Si tu trouves une belle grosse talle, puis t'en prends un peu, tu cuisines ça avec ton gibier, puis tes patates sauvages. Je pense que les connaisseurs respectent ça beaucoup parce que tu te souviens de notre guide à l'époque, Simon, il voulait pas qu'on fasse des fous là-dedans, lui non plus. Là. Non, Il nous avait fait une petite salade froide avec peut-être une vingtaine de. Pas plus que ça, là, c'était même pour lui, c'était important. C'était comme non, tu sais. Le monde qui savent un peu, qui connaissent l'ail des bois, je pense, c'est ça, ils respectent ça, là. Ouais, puis je pense que oui. Correct. Comment? Mais je trouve ça correct parce que puis ça ramène à la chasse, là. Les chasseurs aiment la chasse, vont vouloir protéger le gibier pour qu'il y en ait plus longtemps. Si tu aimes l'ail des bois, ben, tu vas y faire attention, puis tu vas t'arranger l'année prochaine, tu vas pouvoir t'en faire une petite salade aussi, puis tu sais, là, c'est... Parce qu'on veut que ce soit des pratiques durables, là, parce qu'on veut que ce soit des pratiques que nos enfants puis que les prochaines générations puissent faire, puis juste par respect de la nature tout court aussi. Là, les gens, je pense que les gens qui s'y connaissent, ils veulent respecter ça. Là où ça devient dommageable de ce que j'ai vu, c'est quand ça devient commercial, en fait. Là. C'est assez rare que c'est monsieur, madame, tout le monde tout seul qui va aller se faire un souper qui va créer des gros dommages. Là. C'est plus... Mais ça se peut, mais c'est sûr que tous les monsieur, madame, tout le monde mis ensemble, si tout le monde ne fait pas attention, ça crée un gros dommage. Mais ce qui a dévalisé, mettons, l'ail des bois aussi dans les années 90, c'est le fait que le monde se mettait à récolter ça en vente, puis là, ça devient populaire, puis là, on en vend, puis là, ça se récolte parce que les gens font de l'argent avec ça, puis là, ça devient exponentiel. Il y a aussi la destruction des terrains pour des zones agricoles, pour des habitations, puis c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler aussi, parce qu'une fois que les gens savent ça, savent, mettons, que sur leur terrain, il y a des choses intéressantes, ils vont plus vouloir, généralement, le protéger. Il y aurait peut-être pu faire un patio ou faire je ne sais pas trop quoi dans quelle zone. Bien là, qui ont trouvé que telle plante, ils vont peut-être le faire dans une autre zone, puis ils vont laisser cet endroit-là tranquille. Oui. Ah ben oui. Okay, c'est ça. Ouais. Là, on était rendu. Là, oui, moi, je pars dans beaucoup de sens. Oui, mais je t'ai envoyé d'un autre track avec mon souper de patates, là, mais là, on a fait l'automne, l'hiver, le printemps. On a fait l'automne, l'hiver. En fait, j'ai expliqué le cycle un peu de toute l'année. Fait qu'on a fait automne, hiver. Printemps, je disais que c'est encore le moment des légumes racines parce que la plante n'a pas sorti tout son attirail. Printemps, c'est là qu'il y a plein de plantes vraiment intéressantes comme l'ail des bois. Puis c'est beaucoup des plantes intéressantes et aussi qui sont éphémères. Fait qu'en fait, c'est des plantes qui sortent au printemps puis qui vont disparaître en plein milieu de l'été, tu ne vas plus voir aucune trace. Fait qu'en fait, eux, leur mécanisme de survie, c'est qu'ils font tout avant que les arbres sortent leurs feuilles. Ouais. C'est le cas de l'ail des bois. L'ail des bois, tu te promènes en plein été, il y avait peut-être une immense talle, tu ne la verras plus. Ces feuilles vont s'être décomposées et vont comme être retournées dans la terre, dans le fond. Fait qu'il y a plein de plantes comme ça. Il y a les têtes de violon, des classiques du printemps, qui sont super populaires. Fait que ça, c'est quand même très nutritif. Oui. Est-ce que c'est ça, là? C'est-tu lui qui s'enroule sur lui-même? Oui. Ah! Qui est vendu dans les épiceries. Ouais. Des bébés fougères. C'est des bébés fougères, c'est exactement ça. C'est des petites fougères qui ne se sont pas déroulées encore. Puis ça, c'est important aussi de se renseigner là-dessus qu'on veut faire nous-mêmes la cueillette parce qu'au Québec, il y a des centaines de fougères toxiques, puis il y en a une seule que tout le monde s'entend qui est comestible. Je suis tellement content de ne pas en avoir ramassé en fin de semaine passée. Sans savoir. Mais tu avais mon livre. Moi, je ne l'avais pas avec moi, par exemple. Parce que j'en ai vu, puis je suis comme, mon Dieu, il y en avait partout, là. Tu sais, c'était tous des petits tourbillons de fougères, puis j'étais comme, c'est tout du manger. Mais non. Mais là. C'était probablement 99% toxique. Parce qu'il n'y en a qu'une seule. Puis moi, j'ai fait plein de cours. J'étais sur des terrains privés. Puis des gens qui pensaient hey, attends, je t'amène, viens voir ma talle de tête de violon. Puis papa, en tout, c'était des toxiques. Mais il était comme j'ai jamais osé en cueillir, mais j'ai une grosse talle de tête de violon. Puis finalement, une chance qu'ils n'ont pas cueilli parce que c'était des toxiques. Puis d'autres gens, au contraire, qui disaient non, j'ai fait tout mon terrain, j'ai jamais trouvé de tête de violon. Puis là, moi, j'arrive, puis je leur trouve une immense talle. Mais c'est juste parce que je sais qu'est-ce que je cherche, tu sais. Exactement ce que je cherche. Mais ça, les têtes de violon, c'est quelque chose de vraiment abondant au Québec. Puis c'est surtout, c'est bourré de protéines. Puis ça, ça remplit, c'est quand même gros. Là.
là, mettons par rapport à des feuilles de pissenlit, c'est quand même ça bourre, là, si tu prends un gros plat de tête de violon, puis c'est vraiment protéiné aussi. Ouais. Fait que le printemps, c'est... Comment? J'aurais pas pensé que qu'il y aurait la des protéines. fougère, c'est protéiné, là, ouais. Ouais, c'est protéiné. Fait que c'est ça. Puis le printemps, ben, il y a évidemment aussi beaucoup de verdure. Là. Donc, on prend les légumes racines, mais il y a aussi des plantes, justement, pissenlit, plantain, marguerite. C'est toutes des plantes qui font des feuilles qu'on peut manger, dans le fond. Fait qu'on pourrait se faire avec votre gibier sauvage, je sais pas, moi, je pense, mettons, en mai, ça pourrait être un dindon, des morilles, si vous êtes chanceux, avec là, des patates à l'ail des bois, puis tête de viande. Ça pourrait être, mettons, au printemps. Des morilles, là, j'en ai jamais trouvé. Moi, j'en ai trouvé quelques fois. C'est parce que je pense que c'est une des maîtresses de l'art du camouflage dans la forêt. Oui, c'est clair, là, c'est une petite tache brune avec des alvéoles brunes dedans. Là, tache brune avec des alvéoles brunes sur un fond de feuilles brunes. Ouais, c'est jamais trouvé. Ouais, ben la journée que j'en trouve une, je la mange. Peut-être un jour. Ah, mais pas de... Écoute, je vais trouver les miennes, mais ça va venir, là, je suis patient. Oui. Mais ça, il faut vraiment être... faut bien observer. Les gens qui ont l'œil pour ça, j'ai vu des gens qui n'en avaient jamais cueilli dans leur vie, puis c'est tout eux qui spottaient les morilles, là, je sais pas comment ils faisaient. Ils avaient comme l'œil pour ça. Ben, c'est ceux qui ont eu des Où est Charlie quand ils étaient petits. Là. Ah ouais, mais pourtant, moi, j'ai fait ça beaucoup. Mais je trouve les autres plantes. Mais c'est ça. Puis si on veut finir la boucle, là, après le printemps, c'est l'été. Puis là, l'été, comme j'ai expliqué tantôt, les plantes commencent à sortir leurs fleurs pour se reproduire. Fait que là, il y a beaucoup de fleurs comestibles au Québec. Donc en été, on peut cueillir encore des salades. On peut prendre des fleurs qu'on met dans nos salades. Ouais. Puis, été aussi, des fois, il commence à avoir certains fruits, comme par exemple les fraises, les petites fraises sauvages. On a des fraises sauvages. Framboise. Gros fan de framboises sauvages, moi. Framboise qui s'en vient un peu plus loin dans l'été. On a des mûres sauvages, des framboises sauvages, des cerises sauvages. Des cerises sauvages au Québec? Oui, on a au moins 3 types de cerisiers assez fréquents au Québec qui font des cerises. C'est pas les grosses cerises du commerce sucré, là. Non, j'imagine. Elles sont beaucoup moins sucrées, elles sont plus petites, mais c'est des cerisiers. Oui. C'est des cerisiers. Je vais y aller d'une question, mon Laurence. Il y a une fameuse cerise sauvage, mais elle est vraiment petite. On m'a toujours dit que c'est une légende urbaine. C'est poison, touche pas à ça. Là, j'espère qu'il n'y a pas plein de sortes, parce que là, ma question part vraiment dans le beurre. Mais c'est comme une mini cerise sauvage, plus petite qu'une bille. Oui, elle risque de partir dans le beurre parce qu'il y en a quand même. Il y a quand même plusieurs petits fruits rouges que tu décris et qui sont toxiques. Quand on rentre dans le petit fruit rouge, là, c'est un peu ceux qui sont des mycologues qui font des champignons, c'est un peu comme les beaux petits champignons blancs, là. C'est comme des catégories qui en a quand même beaucoup des toxiques. Fait que là, ce qu'on t'a dit, c'était probablement vrai. De là à savoir c'est lequel, je peux penser déjà à une dizaine de petits fruits rouges quasiment qui sont toxiques. Fait que c'est sûr qu'il faut vraiment apprendre à bien départager l'un de l'autre. Là, je veux pas... je vais parler de mon livre. Oui, je m'en allais plugger ton livre, fait que plug-le. Parce que dans mon livre, moi, ce que je trouve important de mettre, que j'avais pas dans les autres guides, souvent, c'est je mets toujours une section confusion possible. Donc, quand c'est une plante comestible, je mets confusion possible. J'explique avec quelle autre plante on peut la confondre, puis surtout si on peut la confondre avec des plantes toxiques. Puis j'ai aussi ajouté une section à la fin du livre sur les plantes toxiques principales, disons, au Québec. Là. Encore une fois, il les a pas toutes, parce qu'il aurait fallu que je fasse un livre gros, comme beaucoup plus gros, là, beaucoup plus volumineux. C'est pour ça que je vais faire un tome 2. Parlant de ce livre-là, je vais en poser une qui va me servir à moi parce que je vais l'acheter, je vais t'encourager, mais qui va servir en même temps pour le podcast. Où est-ce qu'on retrouve ton livre? Mon livre, en ce moment, il se retrouve partout presque où il y a des livres au Québec. Là. Le réseau de distribution est très large, avec toutes les Renaud-Bré, Archambault. On m'a dit qu'il était rendu sur Amazon. C'est pas moi qui contrôle du tout, c'est ma maison d'édition. La maison d'édition, oui. Ouais, c'est eux qui font ça, mais ils l'ont vraiment mis partout. Fait qu'essentiellement, n'importe quelle librairie, vous avez des chances de le trouver. Là, il faut peut-être appeler avant, c'est les mini-librairies indépendantes. Là, ils l'ont peut-être pas. Mais si vous allez dans Renaud-Bré, Archambault,
j'ai pas les autres grosses librairies qui me viennent en tête, mais il est partout. Non, mais at large, OK, il se retrouve quand même un peu partout. Ouais, tu tapes Un goût de forêt de Laurence Burton sur Internet, puis il se vend sur plusieurs sites en ligne maintenant aussi, puis c'est ça, apparemment, il est même rendu sur Amazon. C'est ce qu'on m'a dit. Je l'ai vu sur Amazon, moi. Ouais, c'est ça. Je l'ai commandé d'une librairie du Québec, là, mais ce qui m'a sorti en premier, c'est Amazon. C'est Amazon. Puis le Renaud-Bré fait de la livraison, l'Archambault fait de la livraison. Ouais. Il y a Québec Livre, qui est un site en ligne qui le vend aussi. Ben, je vais me le commander. Yeah. Je pourrais faire mon paresseux pour l'emprunter à Simon, mais tu sais, ça serait pas t'encourager. T'as ma parole, je vais l'acheter. Je vais me le commander. Je suis sûre que ça va être utile dans ta vie, là, éventuellement, ou à quelqu'un autour de toi quand tu vas chasser. Là. Tu laisses ça Oui, j'en suis pas inquiète. Je suis comme Simon, j'ai souvent des heures à tuer en forêt à l'automne, fait que on va lire ton livre. Je te le dis, Marge, là. Comment? Marge, juste dans le petit bois, là, où il y a mon spot à chevreuil, là. Ouais. Juste c'est quoi, il y a 200 mètres avant de se rendre à la cache, là? À peu près, ouais. Juste du bord du bois à la cache, là. Il y en a 2 que j'ai vus dans le livre qui se mangent. Quand même. Tu vois? 2 plantes, une espèce de petite feuille. Une petite feuille, c'est verte, hein, évidemment, avec des petites taches brunes là, peu importe. Moi, je l'ai vu dans le livre, là, je me souviens pas du nom, là, mais il y en a 2. Je n'ai trouvé 2 d'avance que j'étais comme voilà. Étais-tu verte ou elle avait des taches? Non, elle était comme verte, puis elle avait comme, encore une fois, des motifs d'alvéoles brunes. Là, je vais faire ben c'est ça, c'est l'Érythrone d'Amérique, c'est parce que c'est elle qui sort en ce moment, ces temps-ci. je veux dire la page. Ah ouais, tu vas me dire la page, certain? Ben, c'est Érythrone d'Amérique. Je suis pas mal certaine que c'est ça que tu as vu parce que c'est ce qui est très abondant, puis ça attire l'œil en ce moment en forêt. Il y en a partout, là. Oui, c'est comme une petite feuille singulière qui pousse puis qui sort. Là. Page 109. 109? Ben, j'ai envie de te dire que c'est ça. Là. Si tu me dis t'acheter comme des morilles, d'après moi, c'est ça. 109. Mais wow, Simon, quoi que je ne remets pas tes compétences en question. Si jamais à l'automne, tu te retrouves à avoir faim, traverse la rue, tu sais ce que je veux dire, il y a mon bois de l'autre côté, il y a des petits pommiers, là. Ça va être pas mal plus sécuritaire. J'aime mieux savoir que tu viens de manger des petites pommes dans mon bois que tu t'attaques à un peu tout ce que tu trouves à terre, là. Mais OK, m'a donné ma réponse en 2 temps. Marcello, ce pommier sauvage-là, j'y ai pris facilement une 30aine de pommes quand j'allais chasser de l'autre bord. J'aime vraiment ça, les pommes dans la vie. Et Laurence, oui, c'est vraiment ton érythrone d'Amérique que j'ai vu partout. Puis là, je vais lire la page parce qu'il y en a vraiment partout. Puis je vais peut-être m'en ramasser, puis je vais faire goûter ça à la famille. Je pense que ça pourrait être le fun. On va peut-être même les amener pour en cueillir. C'en est une que je l'ai écrit dans le livre, mais c'en est une qu'on a constaté que certaines personnes, qu'on ne sait pas pourquoi, qui développent une petite forme d'allergie. Un peu comme on va avoir une tendance, des fois, certaines personnes à avoir une réaction au kiwi ou aux ananas. Et que certaines personnes, chez qui ça va venir piquer la bouche, mais pas tout le monde. Fait que, moi, tu vois, je viens de faire une formation, il y avait une dizaine de personnes, personne n'a eu cette sensation-là. Mais il y en a déjà eu qui l'ont eu, comme une allergie vraiment kiwi. Là, des fois, les gens qui sont allergiques au kiwi, c'est comme si la langue leur pique un peu. Ouais. Mais ça, j'en parle dans mon livre aussi, puis j'en parle dans mes cours. Là, quand on cueille des plantes sauvages, il y a des règles d'un peu de sécurité. Là. Tu fais pas... Ouais, un petit peu à la fois. Il faut vraiment faire un peu à la fois. Les gens qui sont particulièrement allergiques, c'est toujours recommandé de goûter, puis de cracher, puis d'attendre 20 minutes, voir s'il n'y a pas de réaction, justement. Quand c'est la première fois, puis quand on mange une, idéalement d'en manger juste une plante à la fois. Là, moi, je sais que j'ai pris des cours au début sur la cueillette, puis ils nous faisaient des immenses salades, puis on goûtait à tout en même temps. Ouais. Le problème avec ça, c'est que si tu es malade, ben s'il y a quelque chose que pour toi, ça ne fonctionne pas, aucune idée c'est quoi. Tu ne sauras pas c'est quoi, c'est plate. Mais bon, c'est quand même rare que les gens sont allergiques, mais ça peut arriver. Des allergies ou même quand tu es enceinte, là, je suis un peu obligée de le dire là, avant qu'on se quitte. Mais ben oui. il n'y a quasiment rien que tu peux manger dans la nature en termes de plantes. Là. C'est vraiment difficile. Là. Il y en a quelques-unes qui sont sécuritaires, mais la plupart peuvent causer des avortements. Ben, pas la plupart, mais il y en a. C'est juste important vraiment d'être sûr de sa plante, d'aller lire sur la plante, mettons, dans mon livre, justement. Dans ton livre. Que c'est sécuritaire. Si vous prenez des médicaments, des fois, il y a des interactions. C'est des gens qui prennent des médicaments pour le diabète ou je ne sais pas quoi, ça peut interagir avec des plantes. Parce qu'il y a des plantes médicinales au Québec, là, tu sais, qui ont des... Ben oui, en fait, puis même, j'ai envie de dire, toutes les plantes comestibles du livre ont un petit quelque chose de médicinal. Il n'y a pas grande plante
Oh ouais, hein? Ouais, puis dans mon livre, c'est expliqué dans la section usage dans la nature, généralement. C'est dans les derniers paragraphes, j'explique, mettons, mal pris à quoi cette plante-là peut servir. OK. Mais les plantes, j'ai souvent ces réflexions-là avec les gens dans mes cours, ils peuvent pas se battre, ils peuvent pas courir comme des animaux. Fait que quand elles veulent se défendre de prédateurs, ce qu'elles font, généralement, c'est que soit elles vont émettre des composés chimiques, soit elles vont avoir une défense mécanique, mettons comme les rosiers. T'sais, des tiges de rosier, ça a plein de pics, ça a comme plein d'aiguilles. Fait qu'elles ont des façons de se défendre. Puis certaines plantes, c'est des composés chimiques. Puis ces composés chimiques-là font parfois qu'elles sont médicinales ou qu'elles sont mortelles. Mais toutes les plantes ont un peu de composés chimiques, même s'ils sont douces. Il y en a qui n'ont aucun problème à les manger, mais elles ont quand même un peu de médecine. Fait que peu importe c'est quoi la plante qu'on mange, il faut aller lire sur qu'est-ce qu'elle fait et ce qu'elle contient. Puis est-ce que c'est sécuritaire avec mon état de santé. Mais quelqu'un qui ne prend pas de médicaments, qui n'est pas enceinte et qui n'a aucun problème de santé, c'est plus facile, mais c'est quand même recommandé là, de au moins faire le test d'allergie, de goûter et de recracher. Je trouve ça tout. Pour sécurité, là. Non, mais c'est super logique, mais tu sais, je veux dire, c'est niaiseux, mais j'y aurais pas pensé, là. Moi, je serais revenu puis je me serais fait une très grosse salade, puis je la serais. Ouais. Ben, c'est pour ça que non, mais c'est ça. Ça passe ou ça casse. Ouais, ben, je préfère le dire. Il y a un paragraphe introductif dans mon livre là-dessus, mais comme la plupart des gens, moi, c'est rare que je lis les intros dans les livres. Là, on passe au contenu, mais je l'explique de long en large dans mes cours. Mais vu qu'on a un podcast là-dessus, c'est puissant, les plantes, en fait. Elles ont vraiment beaucoup de composés. Il faut juste s'assurer que vous n'êtes pas malade, ce serait plate un peu. Là. De vomir la première fois que tu manges des plantes. Ouais, c'est sûr que ça donne moins envie, ouais. Laurence, est-ce que tu prévois lancer un tome 2 un jour? Oui. Oui? Oui, c'est déjà dans les plans. Je suis déjà en train à temps perdu d'écrire mon deuxième livre. Cool. Ouais, parce qu'il y a tellement d'autres choses à transmettre là, que. Ouais. Puis c'est pas fini parce que je fais des voyages aussi à l'extérieur du Québec. Puis j'aimerais ça un jour, si la situation mondiale le permet, je sais pas au niveau écologique, santé, COVID, tout ça, si ça le permet, mais j'ai des visions quand même d'essayer de trouver des plantes un peu partout dans le monde que. Moi, ce que j'aimerais trouver, c'est des plantes qui sont communes à tous les endroits dans le monde, qui ont survécu dans presque tous les endroits de la planète. Puis là, faire comme un petit livre du voyageur cueilleur. Ah ouais, hein, bonne idée. Ouais, ben là, j'ai peut-être de faire mon idée à tout le monde, là, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça y est, là, c'est l'arrivée vers l'ombre. Le monde, ils prennent son idée puis ils partent avec ça. Non, j'ai pas bien peur. Je pense que je suis la seule personne qui a des idées aussi précises. C'est quand même très niche, là, ce que j'ai en tête. C'est très niche. D'après moi, il y a plus de chances que le monde se garoche sur le bord du fleuve Saint-Laurent, Québec, pour aller trouver des patates, que le monde parte en voyage pendant 6 mois, 3 ans, là, pour trouver des pissenlits partout. Là. Ouais. T'es safe. Non, c'est ça. Laurence, en entrée de podcast, t'as piqué mon attention à quelque chose, puis je me suis dit, hey, ça, je garde ça pour la fin. Ouais. Là, tu pars 3-4 jours, comme ça, dans les bois. Explique-nous, ça va être quoi ton trip, là? Ben, en fait, c'est que j'aime ça partir, puis me trouver des endroits un peu plus sauvages, là, soit terre publique ou autre, puis des endroits où on a le droit d'aller camper, puis d'essayer de me nourrir de ce que je trouve dans des zones où je sais que j'ai le droit de cueillir. Là. Fait que je m'amène de la nourriture de backup, mais j'aime ça me tester de temps en temps pour essayer de partir et me faire de la bouffe par moi-même. Là, de juste comme mon trip, ça va être de cueillir, de me faire de la nourriture, juste d'être en nature, tout ça aussi, ça fait du bien. Là. Ouais, ça. Ça là-dessus, on ne se chicanera pas. Non, c'est ça. Fait que c'est comme un trip de. Mais j'ai pas le choix, là. Ça me suit partout un peu, cette passion-là. Fait que c'est sûr que j'aime ça y aller aussi puis tester comment je peux préparer ces aliments-là, qu'est-ce que j'amène avec moi, ou c'est quoi les méthodes les plus pratiques. Puis là, éventuellement, j'aimerais ça m'aller ça avec de la pêche. Là. Ça s'en vient. Je suis pas une grande pêcheuse pour l'instant. Mais tu sais, on parlait de. Je sais pas si on a parlé de. Oui, un peu au début. En tout cas, on a eu un podcast avec Lab 45. Là. Oui. Qui expliquait que cet événement-là va relier chasse, pêche, cueillette. Ben, moi, j'en ai encore besoin un peu de ces événements-là. Là, tu peux rencontrer des gens qui pêchent puis qui font d'autres choses. Puis mon réseau de pêcheurs n'est pas développé. Fait que,
Mais je pense que tout le monde a besoin d'événements. Puis là, Ouais, je vais revenir sur comme Lab 45, je trouve ça merveilleux, moi, ce qu'ils font honnêtement. Là, puis j'ai hâte d'y aller cet été. Là, ça va être. ouais, ouais. C'est un beau réseau de contacts. Puis on peut en parler. Toi, pour les événements de Lab 45, tu donnes des ateliers de cueillette. Oui, c'est ça en fait. Moi, cette année, je vais être la représentante pour leur pilier pour l'aspect cueillette. Ouais. Et dans le fond, il y a chasse, pêche, cueillette, cuisine sauvage. Fait que moi, en fait, c'est moi qui vais amener le monde dans la forêt faire une marche pour identifier puis cueillir des plantes. Puis après ça, il y a Jean-Philippe Leclerc, qui est un de mes bons amis, qui va être le chef de cuisine sauvage, puis qui est absolument incroyable. Je le suis sur Facebook, lui, là, ses affaires ont l'air bons. Là. Je t'avais d'aller cogner à la porte puis de manger. Ça finit plus, là, on veut toujours être chez lui. Ouais, c'est incroyable ce qu'il fait. Puis en fait, il travaille avec les plantes sauvages. Il a collaboré à mon livre d'ailleurs. Là, on n'a pas mis beaucoup de recettes dans le livre parce que je voulais garder un livre de poche qui s'amène en forêt. Ouais. Pour le trip que je m'en vais faire, justement. Tu sais, moi, si j'avais commencé plus jeune, j'aurais amené mon livre dans mon trip de 4 jours, aller identifier les plantes, puis juste manger direct dans la forêt. Lui, il a partagé quelques recettes dans mon livre. Puis, je pense qu'il a des plans de faire des livres de recettes un jour. Ben, j'espère bien, parce que juste aux images qu'il met sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup mais c'est un chef. Donc, c'est quelqu'un qui a une formation de chef, puis il travaille avec les plantes sauvages. Justement, l'érythrone que tu as vu dans le bois, celle avec les taches, la petite feuille, là, Simon, il vient de publier une soupe ramen dans laquelle il a mis des feuilles d'érythrone. Ah ouais, je l'ai pas vu passer. Tu revois soupe ramen aux feuilles d'érythrone sauvage. Ouais. Fait que ça va être Lab 45 le 10 et 11 juin. Là, puis moi, j'amène le monde en cueillette. Parce que c'est comme, moi, c'est plus ça mon trip, c'est la transmission de connaissances. Je suis vraiment geek, fait que j'analyse toutes les plantes, puis toutes celles qui ressemblent à les autres, puis j'analyse tout, puis je peux vraiment enseigner le côté identification. Ouais. Puis là, Jean-Philippe est super bon aussi à identifier tous les classiques intéressants à connaître pour la bouffe. Mais moi, je me rends jusque dans ceux que personne ne veut cueillir, mais que ça se mange. Moi, je les étudie quand même, versus un chef va avoir moins d'intérêt, mettons, pour ça. Ouais. Donc, moi, je fais l'aspect plus cueillette, identification, puis lui, après, je vais lui ramener un peu de plantes. Il a déjà prévu un menu, puis lui, il va cuisiner. Il va donner des cours sur comment cuisiner comme un chef avec les plantes. Ouais, ça va être vraiment, vraiment un bel événement. J'ai vraiment hâte juste pour goûter à la bouffe de Jean-Philippe. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ce qu'il fait. Oui, oh, je comprends. Ouais, c'est ça. J'ai fait un trip avec lui de chasse à on était partis à la chasse à l'Orignal. Ben, en tout cas, il y avait comme un tournage, puis il était là, puis il nous faisait de la cuisine. Puis je m'en souviens encore. C'est hot. Ouais, vous avez fait de la cueillette pendant une chasse à l'orignal, puis vous avez... Ouais. En fait, lui, il est engagé comme cook pour... Ben, je peux pas vraiment donner tous les détails, là. Je sais pas. Non, c'est bien correct. Mais mettons, l'idée générale, c'est qu'il y avait un tournage là, de chasse, puis lui était engagé comme cuisinier, dans le fond. Puis là, moi, j'allais faire du repérage pour certaines plantes. Fait que je cueillais des choses que je lui ramenais. Des fois, on partait ensemble cueillir. On est allé essayer de trouver de la perdrix ensemble dans le bois. Puis là, les deux, on se mettait à cueillir. On était comme les deux seuls. Puis là, c'est drôle parce que Jean-Philippe me trouvait vraiment geek, justement, parce que là, même moi, des fois, ça va jusqu'à l'analyse des roches. Puis c'est comme si tout dans la nature. Puis il était comme, ok, t'es vraiment une vraie geek, mais ensemble, les deux, c'était parfait. Là, parce que les deux, on cueillait, puis ils retournaient à la maison, puis moi, j'ai l'aidé à faire sa cuisine. Ouais. Très beau projet. Vraiment cool, ouais. Vraiment cool. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Ça va être impressionnant. Puis, ce qui est vraiment le fun avec Jean-Philippe Leclerc, là, même les gens qui ne le connaissent pas, Jean-Philippe Leclerc, allez voir ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Il est vraiment inspirant, ce qui donne vraiment des bonnes idées de recettes. C'est tout ce qu'il fait, ça a l'air tellement bon. Que ça donne vraiment envie là, d'aller faire, de cueillir, puis de se renseigner. Puis... Ah non, ça n'a pas l'air d'un paquet de feuilles de pissenlit dans le fond de l'assiette. C'est des plats composés de chefs. Une salade avec un éclairage, puis t'es comme pas sûr, ça n'a pas l'air bon. Mais c'est vraiment correct aussi, c'est juste que lui, c'est inspirant ce qu'il fait, ça motive. Ouais. Après ça, pour revenir sur ce que tu disais, la pioche, là, que tout le monde va se pitcher, aller chercher des patates, là.
Ouais, non, je pense pas. Là. Non, c'est ça, c'est ça. Puis de toute façon, il faut garder en tête ce qu'on. Tant que ça ne vire pas commercial, genre, des gros industriels. Là. Ben non, c'est comme quand on en trouve, c'est des gâteries. Là. Moi, je vois ça comme ça un peu. Là. Oui, c'est ça, c'est comme un petit extra là, qu'on rajoute dans notre. Quand même, vraiment cool. Simon, malheureusement, tu m'as donné cette mauvaise tâche-là chez Québec Hunter d'être le chronométier. Oui, chef. Tiens, avant de te donner le mot de la fin, ben ça, je vais me faire un peu poète. Laurence Burton, tu auras su germer ta passion. Je te souhaite d'amener ces projets à maturité pour les récolter. Simon, je te laisse avec le mot de la fin. Solide, Marc. Je suis bouche bée. Je l'avais écrit sur un papier. Bon, ça m'a pogné tantôt, je l'ai écrit sur un papier. Pas grave, ça, tu l'as eu l'idée. Je te laisse le mot de la fin, Simon. Ben, Marc, merci beaucoup. Laurence, un gros merci. Super cool. Oui, ça fait tellement plaisir. Je pense qu'on aurait pu comme faire 3 heures là, parler de plantes parce que tu fais des séjours complets de ça. Là. Mais je pense que ça donne une bonne idée aux gens. Mm-hmm. Si les gens veulent te trouver, je pense qu'ils peuvent faire ça via Facebook. Oui. Comment s'appelle ta page? Sur Facebook, c'est Un goût de forêt avec Laurence. Okay. J'ai un site web, ungoûtdeforêt.com avec une infolette. J'ai Instagram, puis un YouTube même. Oui, oui, non. Un goût de forêt avec Laurence. Mais le YouTube, honnêtement, c'est juste moi qui a déjà pris des vidéos avec mon cellulaire qui ne fonctionne pas très bien. Fait que c'est pas grandiose. Mais la façon la plus facile, je suis surtout active sur Facebook. Okay. Puis sinon, ceux qui n'ont pas Facebook, c'est mon infolette sur mon site web, ungoûtdeforêt.com. Super. Mais stresse pas avec ton YouTube, là, si tu dis que tu fais ça un peu n'importe comment, parce que le podcast Québec Hunter a comme commencé un peu n'importe comment. Là. Ouais. Les premiers épisodes, là, des fois, là, c'est pas chic. Puis ça va quand même pas si pire, fait que c'est correct. Ouais. On s'améliore avec le temps, puis tout est bon. Bon. Les gens apprécient d'avoir l'information quand même, ça me stresse pas trop. C'est ça. Ouais. Fait que merci à vous deux. Je vous descends, puis je fais mes remerciements spéciaux, puis that's it. Fait que merci beaucoup à vous deux. Mm-hmm. La gang, merci d'avoir écouté le podcast avec Laurence. Laurence Burton, vous pouvez la trouver sur Facebook, Instagram, YouTube, son site Internet. Si vous ne la trouvez pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir, comme d'habitude, de vous référer. Puis vous êtes une coupe à le faire, là, puis c'est pas gênant pantoute. Tout ce qui est Québec Hunter, c'est moi qui vous réponds, là, fait que gênez-vous pas. Atelier QG, Brigade Web, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Si jamais vous qui nous écoutez avez besoin de leur service, ben gênez-vous pas. Contactez-les. Puis je vous dis à la prochaine. On continue dans saison 3, puis tout va bien.